Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 3 octobre 2020 pour le 207e rapport de situation sur le Donbass, qui sera cette fois un rapport de situation non seulement sur le Donbass et l'Ukraine, mais aussi sur le Haut-Karabakh, puisque les hostilités ont repris à grande échelle dans cette province disputée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Dans le Donbass, sur le plan militaire, du 26 septembre au 2 octobre, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 19 reprises, donc on a presque doublé par rapport à la semaine passée, durant lesquelles elle a tiré 27 munitions, donc là c'est moins, mais par contre il y a 5 obus de mortier de 82 mm dans ce total, et ça c'est très mauvais, puisque eh bien, c'est la première fois depuis que le cessez-le-feu renforcé est entré en vigueur que des armes lourdes ont été utilisées par l'armée ukrainienne. Il faut y rajouter les 4 violations et 8 munitions, dont 3 obus de mortier de 82 mm tirés par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures. En termes de violation des accords de Minsk et des mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu, eh bien le déploiement d'armes lourdes se poursuit côté ukrainien, puisque l'armée ukrainienne a déployé cette semaine 40 pièces d'armement lourd en violation des accords de Minsk, à savoir dans le détail 8 canons Jetsin B de 152 mm, un obusier MST-AB de 152 mm, un canon anti-char Rapira de 100 mm, un système de défense antiaérien OSA, un système de défense antiaérien Strela 10, 2 systèmes de défense antiaérien Shilka, un système de défense antiaérien Zushka, 3 chars d'assaut T-72, 6 chars d'assaut T-64, 3 véhicules de transport de troupes blindés type BTR, 5 véhicules de combat d'infanterie type BMP, une automitrailleuse type BRDM et 7 véhicules blindés. Et ça, c'est très mauvais parce que même s'il y a moins de véhicules et d'armement lourd que la semaine dernière en termes de chiffres, en termes de calibre, par contre, on est clairement passé le cran au-dessus. C'est-à-dire là où la semaine dernière, on avait beaucoup de BMP, de BTR ou de véhicules blindés, on a cette semaine-ci quand même des canons de 152 mm, chose qu'il n'y avait pas la semaine dernière. En termes d'accord de Minsk, situation politique, eh bien une réunion des groupes de contact a eu lieu cette semaine. Bon, sans surprise, le point majeur à l'agenda, c'était les violations par l'Ukraine des mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu et les propositions pour remédier à cette situation. Donc je rappelle, le refus de l'Ukraine de mener une inspection conjointe de ses positions près de Choumi a été vu comme un rejet pur et simple des mesures additionnelles, et les deux républiques populaires ont donc proposé de signer un addendum précisant les points litigieux que l'Ukraine interprète à sa sauce, entre autres concernant le mécanisme de coordination. Donc pour éviter la discussion, la partie ukrainienne a prétendu qu'il n'y avait pas besoin, puis qu'elle n'avait pas reçu le document de la RPD-RPL contenant leurs propositions et que l'OSCE devait leur transmettre. Mais bon, les deux républiques populaires et la Russie sont quand même assez têtus. Hein, ils ne se sont pas laissés démonter, ils ont insisté à telle enseigne que la délégation ukrainienne a finalement accepté le document comme base pour les futures sessions de négociation, c'est déjà un petit point positif. Mais résultat, les 4 heures prévues pour la réunion ont été passées à convaincre la partie ukrainienne de la nécessité de clarifier certains points des mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu, et donc tous les autres points qui étaient à l'ordre du jour de la réunion n'ont pas pu être abordés bien entendu. Alors, entre ça et les déclarations de Kiev et le fait que Witold Fokin a été retiré de la délégation ukrainienne, il y a vraiment de quoi se dire que les accords de Minsk sont morts et enterrés. C'est en tout cas la conclusion à laquelle en est venu Boris Gryzlov, le représentant russe au sein des groupes de contact. Pour lui, les déclarations des autorités ukrainiennes sur leur plan de récupération du Donbass exclusivement à leurs propres conditions indiquent la fin effective de la mise en œuvre des accords de Minsk par l'Ukraine. Il a rappelé quand même que sur le site internet du président ukrainien, on pouvait lire que le principal objectif de la délégation ukrainienne à Minsk, ainsi que de l'ensemble du gouvernement, est la restitution de tous les territoires temporairement occupés exclusivement aux conditions ukrainiennes. Bon, si c'est ça, en fait, c'est pas la peine de négocier, parce qu'en fait, on va pas les accepter, vos conditions exclusivement ukrainiennes, donc en fait, ça va pas avancer, hein. Je veux dire, ça peut être un peu logique. Bon, comme l'a rappelé Gryzlov, ça contredit fondamentalement la base même des accords de Minsk. Bien sûr, cette position est juridiquement nulle et non avenue, mais ses conséquences politiques sont désastreuses, puisque les autorités ukrainiennes forcent les représentants de Donetsk et de Lugansk à prendre des mesures de rétorsion, et donc Kiev, en gros, devrait pas se plaindre quand ces mesures sont mises en œuvre, puisque Kiev est fautif. Kiev devrait d'ailleurs revenir à la mise en œuvre des accords de Minsk et à la mise en œuvre de ses précédentes promesses électorales, c'est ce qu'a déclaré Boris Gryzlov. Il a également souligné que la résolution de la Rada sur les élections locales qui viole les accords de Minsk n'a toujours pas été corrigée.
Il a aussi noté que Kiev essaye par tous les moyens d'éviter de consigner les procès-verbaux des réunions du groupe de contact et de les fixer sur vidéo ou audio, position qui témoigne d'un manque de volonté de remplir les obligations contractées. Il a rappelé donc que la partie ukrainienne s'est retirée des mesures additionnelles visant à renforcer le cessez-le-feu et que toutes les propositions visant à coordonner et à contrôler le respect du cessez-le-feu ont été bloquées par Kiev, donc entre autres l'inspection conjointe, et que tout ça ne peut être considéré que comme la préparation de nouvelles actions militaires ukrainiennes contre Donetsk et Lugansk. Je vais revenir vite fait sur le coronavirus. En RPD, on en est à 3770 cas, soit 486 de plus que la semaine dernière. On est sur une tendance à la hausse. On en est à 220 morts, soit 33 de plus que la semaine dernière, et 2145 guéris, soit 96 de plus. En RPL, on en est à 1025 cas, soit 107 de plus que la semaine dernière, 37 morts, 6 de plus, et 787 guéris, soit 30 de plus que la semaine passée. Et puis en Ukraine, on continue à battre des anti-records, puisqu'ils en sont à 222 322 cas, soit 26 818 nouveaux cas par rapport à la semaine dernière, dont 4 353 morts, soit 520 de plus que la semaine dernière. Et donc, comme je le disais, Kiev bat des anti-records, puisqu'il dépasse désormais la barre des 4000 nouveaux cas journaliers. Je vais revenir vite fait sur l'affaire Navalny. Bon, sans suspense, il n'y a toujours aucune transmission des résultats d'analyse du sieur Navalny à la Russie, ni par l'Allemagne, ni par la France, ni par la Suède. L'Allemagne se vautre dans son mensonge, continue d'exiger de la Russie une enquête qu'elle peut pas mener faute de preuves, je veux dire, c'est un peu basique. Et Navalny, donc, qui est sorti de l'hôpital, a déclaré que c'est Poutine qui l'a fait empoisonner, bon... c'est des propos qui ont été jugés inacceptables par le Kremlin. Résultat, Dmitri Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine, a répondu que des agents de la CIA bossent avec Navalny. Résultat, ce dernier a menacé de le poursuivre en diffamation. Faut oser quand même, parce que je rappelle quand même que Navalny a perdu son dernier procès en date, qui justement était une affaire de diffamation. Moi, à sa place, j'éviterais de me lancer là-dedans. Surtout que je rappelle que suite à cette affaire, il doit toujours de l'argent à ce cher Prigojine, qui a fait saisir l'appartement de Navalny à Moscou pour empêcher la vente, la cession ou la mise en hypothèque de l'appartement. Donc Navalny peut revenir y habiter, mais il peut pas céder l'appartement ou le vendre ou l'hypothéquer. Et les comptes bancaires de Navalny ont aussi été gelés, puisque je rappelle que lui et la mère Sobol et leur structure FBK doivent quand même 88 millions de roubles à ce cher monsieur. Et des députés de la Douma ont exprimé leur soutien public à Peskov, dans ses propos concernant les liens entre Navalny et les services secrets occidentaux. Et ils sont pas les seuls à être pas franchement du côté de Navalny, puisque un sondage mené en Russie par l'Institut Levada, alors l'Institut Levada quand même c'est considéré comme étant plutôt pro-occidental, je veux dire, ils ont eu même des financements venant de l'Occident à une époque. C'est pas des pro-Poutine, donc ça vous donne déjà un peu le ton. Ce sondage révèle que seulement 11% des Russes croient réellement que Navalny a été empoisonné. C'est 1 sur 9. Et à peine 8% pensent que Poutine ou le gouvernement russe sont derrière son empoisonnement, donc même pas 1 sur 10. Encore pire, 22% des Russes ne sont même pas au courant de ce qui lui est arrivé. En clair, ils s'en tapent. 29% des Russes ne croient pas à un empoisonnement délibéré de Navalny. 26% ont de sérieux doutes. Parmi ceux qui ont suivi l'affaire, 45% ont déclaré n'avoir aucun sentiment particulier à l'égard de cette affaire. En clair, ils s'en tapent. Ce sondage révèle aussi que 50% des Russes désapprouvent les activités de Navalny, tant en politique qu'en matière d'activisme ou de médias, et seulement 20% qui l'approuvent et 18% qui n'ont jamais entendu parler de lui. Voilà, c'est ça soi-disant le principal opposant à Vladimir Poutine. C'est pas terrible quand même. Voilà, puis comme je le dis, ça s'est fait par un institut de sondage qui est plutôt pro-libéral. Donc je vous laisse imaginer si ça avait été un institut pro-Kremlin. Je vais revenir vite fait sur la situation en Ukraine et entre autres au renvoi de ce cher Witold Fokin.
qui s'est fait en fait mettre à la porte à cause de ses prises de position en faveur de l'application pure et simple des accords de Minsk par l'Ukraine. Fin septembre, il s'était dit favorable à l'amnistie générale qui est prévue dans les accords de Minsk, qui soutenait même l'idée d'un statut spécial pour l'ensemble du Donbass et pas seulement la RPD et la RPL. Mais ce qui lui a valu la colère des autorités, semble-t-il, c'est le fait qu'il a contesté que la guerre du Donbass soit une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il a déclaré, je cite, « Je ne vois aucun fait confirmant qu'il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine ». Il a ajouté que la Russie n'a jamais demandé quoi que ce soit qui aille au-delà des accords de Minsk. Il a dit, je cite, « La Russie exige exactement ce que prévoient les accords de Minsk, la tenue d'élections dans le Donbass ». Il a ajouté que l'accord global, donc les accords de Minsk, reste la seule voie vers un règlement pacifique du conflit et qu'il n'y a pas d'alternative à ces accords, bien qu'ils suscitent de nombreuses critiques. Bon, forcément, une tirade pareille, ça a fait scandale en Ukraine et le pauvre Witold Fokin s'est fait virer. Bon, c'est pas le premier, hein. Je rappelle que le dernier en date qui avait essayé donc de mettre en place ce conseil consultatif entre l'Ukraine, la RPD et la RPL avait subi le même sort, hein, ça avait fait un énorme scandale en Ukraine et le pauvre s'est fait virer purement et simplement. Donc en clair, tous ceux qui essayent de faire réellement la paix avec les deux républiques populaires, font pas long feu en Ukraine, hein, ils restent généralement à peine quelques semaines en poste avant de se faire dégager. Voilà, donc forcément, les accords de Minsk, ça risque pas d'avancer, hein, si tous les gens qui sont réellement prêts à les mettre en œuvre en Ukraine se font mettre à la porte. Je veux dire, il faut être un peu logique. Et donc, comme je le disais cette semaine, le rapport de situation sera sur le Donbass, mais aussi le Haut-Karabakh, puisque la nouvelle de la semaine fut bien sûr l'escalade de la situation dans le Haut-Karabakh. Donc, c'est une région qui est disputée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan depuis la chute de l'URSS, mais même avant. C'est une région qui est majoritairement peuplée d'Arméniens, qui a été donnée à l'Azerbaïdjan quand l'URSS s'est formée, sauf que la population locale ne voulait pas de ce rattachement et l'a fait savoir par référendum à la chute de l'Union soviétique. Sauf que cette région n'étant pas un pays membre de l'URSS mais une simple région, tout le monde s'est assis sur le résultat du référendum et un conflit a éclaté dans les années 90. Bakou a attaqué le Haut-Karabakh et ce dernier n'ayant pas d'armée propre, c'est l'Arménie qui a volé à son secours et s'est engagé dans une guerre avec l'Azerbaïdjan. En 2 ans, le conflit a fait des milliers de victimes, des centaines de milliers de réfugiés. L'Arménie a réussi à s'emparer d'un certain nombre de territoires appartenant à l'Azerbaïdjan situés autour du Haut-Karabakh, parce que le Haut-Karabakh n'est pas à la frontière même entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Pour pouvoir assurer une espèce de zone tampon, une zone de sécurité, l'Arménie a effectivement occupé un certain nombre de territoires qui ne sont pas au Haut-Karabakh, mais juste autour, pour se ménager une zone pour pouvoir faire passer entre autres les troupes, les pièces d'armement, etc. etc. En 1994, la Russie a joué les médiateurs entre les deux, réussi à obtenir un cessez-le-feu au sein du groupe de Minsk, mais depuis, rien n'a été réglé. Les négociations pataugent, hein, ça vous rappelle quelque chose, hein, malheureusement. Résultat des courses, il y a des escalades qui ont lieu régulièrement, comme en 2016, ou là en juillet 2020, il y avait déjà eu des accrochages. Le 27 septembre, le conflit est entré à nouveau dans une phase active, lorsque l'Azerbaïdjan a commencé à bombarder des localités du Haut-Karabakh. Alors, Bakou a dit que c'était en réponse à une attaque de l'armée arménienne. Mais ça reste à prouver. La loi martiale et la mobilisation générale ont été décrétées des deux côtés. Alors, on a une véritable guerre des chiffres et une guerre de l'information qui a lieu entre les deux belligérants et qui a lieu en parallèle de la guerre sur le terrain. Donc, c'est très difficile de savoir ce qu'il en est réellement. Les derniers chiffres en matière de victimes civiles font état de 19 Azerbaïdjanais et 13 Arméniens tués. Donc, je ne parle bien que des civils pour l'instant. Et on aurait 63 Azerbaïdjanais et plus de 60 Arméniens blessés. Au niveau militaire, alors là c'est encore plus difficile de savoir ce qu'il en est, puisque l'Azerbaïdjan ne communique absolument pas sur les chiffres de ses pertes au niveau de ses soldats. L'Arménie annonce que Bakou a 2290 soldats tués et 3600 blessés. L'Arménie de son côté admet publiquement avoir 152 soldats tués et plus de 120 blessés, alors que l'Azerbaïdjan dit que les pertes d'Erevan, morts et blessés, se montent à plus de 2300 soldats. Donc vous voyez, on a
c'est absolument pas cohérent entre les chiffres qu'on a d'un côté et de l'autre. Bon, c'est pareil pour les drones, les avions, les hélicoptères, les chars d'assaut, les pièces d'artillerie qui sont détruites ou capturées. C'est une bataille des chiffres innommables, on ne sait pas ce qui est vrai. Et là, le 1er octobre, en fait, la situation a dégénéré encore plus lorsque l'armée azerbaïdjanaise a tiré sur des journalistes qui se trouvaient à Martouni, près de la ligne de front. 2 journalistes du journal Le Monde ont été blessés, dont un vraiment grièvement. Deux journalistes arméniens ont été blessés en même temps. Les 2 Français ont été opérés sur place, puis rapatriés en France par avion médical. Donc les chirurgiens du Haut-Karabakh ont fait vraiment des merveilles pour sauver l'un des 2 journalistes qui était vraiment gravement touché. Lors du même bombardement, des journalistes de l'AFP et un journaliste du média Docht se sont aussi retrouvés pris sous les tirs, mais n'ont heureusement pas été blessés. D'autres journalistes se sont retrouvés pris pour cible le lendemain alors qu'ils quittaient une localité proche du front et désertés suite au bombardement pour rejoindre la capitale Stepanakert. Donc eux ils n'ont pas été blessés non plus, ils ont réussi à se mettre à l'abri, mais le minibus dans lequel ils étaient a été endommagé lorsqu'un obus est tombé non loin. La capitale Stepanakert a elle aussi été bombardée depuis hier, donc cette nuit et encore aujourd'hui par l'armée azerbaïdjanaise. Depuis lors, les sirènes d'alarme retentissent régulièrement dans la ville pour avertir les habitants de se mettre à l'abri parce qu'il y a des attaques, entre autres de drones de l'armée azerbaïdjanaise. Un certain nombre de localités proches du front ont été désertées suite au bombardement. Comme on voit, la situation, c'est vraiment une catastrophe. Le problème, c'est que très vite, ce conflit, qui est normalement un conflit local interethnique, s'est transformé en conflit entre les 2 pays. Quand l'Azerbaïdjan a bombardé la ville de Vardenis en Arménie, tuant un chauffeur de bus. Puis l'Arménie a annoncé qu'un F-16 turc avait abattu un de ses Sukhoi 25 dans l'espace aérien arménien. Face aux dénégations de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, l'Arménie a publié les photos prises sur les lieux du crash, je vous les montre. Malgré cela, l'Arménie n'a pas fermé son espace aérien, ce que je trouve personnellement très dangereux. Les exemples du MH17 ou de l'avion ukrainien qui a été abattu en Iran montrent que faut pas jouer avec ça. Et puis, je vous parlais donc des F-16 turcs. L'implication de la Turquie dans le conflit est quand même une source de danger supplémentaire, puisque Istanbul pousse l'Azerbaïdjan à la guerre, soutient militairement Bakou et a même aidé à transférer des terroristes islamistes de Syrie vers l'Azerbaïdjan pour combattre dans le Haut-Karabakh. Donc la Russie avait été la première à tirer la sonnette d'alarme, mais elle n'avait pas nommé la partie au conflit qui avait recours à ces terroristes. Et c'est en fait la France, c'est Emmanuel Macron, qui a lui-même nommé, a dit que c'était l'Azerbaïdjan qui effectivement avait reçu des combattants venant de Syrie qui avaient transité par la Turquie. Donc là-dessus d'ailleurs la France et la Russie sont sur la même longueur d'onde. Les États-Unis, donc Trump a rejoint Macron et Vladimir Poutine pour appeler à cesser immédiatement les hostilités dans le Haut-Karabakh. Et pendant ce temps, la Turquie dit à l'Azerbaïdjan, faut continuer l'offensive jusqu'à ce que vous ayez reconquis tous les territoires que l'Arménie a occupés. Donc vous voyez, c'est très très mal parti. Petit problème, c'est que je rappelle, la Turquie est membre de l'OTAN, l'Arménie est membre de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, dont fait partie la Russie. Donc si ça dérape totalement, ça pourrait mener à un conflit global par le jeu des alliances, tout simplement. Autre gros problème, la Turquie fait partie des médiateurs du groupe de Minsk, donc ce fameux groupe de négociation qui doit permettre de régler pacifiquement le conflit du Haut-Karabakh. Et en tant que médiateur, elle doit rester neutre, ce qu'elle ne fait pas. Et ce que fait par contre la Russie, qui dit très clairement, nous ne prenons parti pour aucun des 2 belligérants. Mais la Turquie ne respecte pas ses engagements et donc l'Arménie a demandé à ce que la Turquie se voit retirer son rôle au sein du groupe de Minsk puisqu'elle ne respecte pas ses obligations. Et puis comme si l'ingérence de la Turquie ne suffisait pas,
eh ben l'Ukraine est venue foutre son petit grain de merde là-dedans en se disant prête à soutenir militairement et humanitairement l'Azerbaïdjan. La milice populaire de la RPD a déclaré à ce sujet qu'un accord pour la fourniture de systèmes anti-chars à Bakou était déjà validé à Kiev. Donc ça c'est très mauvais. L'Ukraine ne pouvait pas faire pire, je veux dire ça suffit, c'est déjà la merde, c'est pas la peine de jeter de l'huile sur le feu. Bon, la Turquie semble s'être un peu calmée. Après une discussion entre Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, et son homologue turc, là d'un coup la Turquie s'est dite en faveur d'une cessation immédiate des hostilités. Alors je ne sais pas ce que la Russie a mis dans la balance, pour dire poliment. Je pense qu'il y a dû avoir des menaces, c'est-à-dire de dire à la Turquie, soit vous revenez à une position neutre et à un appel à un cessez-le-feu, soit il va y avoir des mesures de rétorsion, parce que je pense que c'est pas possible autrement de calmer les volontés guerrières d'Erdogan. En tout cas, ça a été efficace. Reste à voir si ça suffira à calmer la situation sur le terrain. Des dernières informations que j'ai des journalistes russes qui sont sur place, entre autres Semyon Pegov de War Gonzo ou Alexandre Kots de Komsomolskaya Pravda, les sirènes d'alarme continuent de retentir régulièrement dans la capitale Stepanakert, qui continue d'être bombardée, elle et ses environs. On a des vidéos qui tombent sur Telegram régulièrement. Je vous encourage d'ailleurs à nous suivre sur Telegram. Je transmets un certain nombre de ces vidéos sur la chaîne Donbass Insider afin que vous voyez quelle est la situation sur place. Voilà la situation, c'est quand même assez inquiétant. Et ici dans le Donbass où on voit donc une recrudescence des violations du cessez-le-feu par l'armée ukrainienne, le déploiement d'armes lourdes d'un très gros calibre, puisque là on en est à des canons de 152 mm, et dans le Haut-Karabakh où certains essaient de jeter de l'huile sur le feu, entre autres l'Ukraine, au lieu d'essayer de calmer les tensions dans un conflit qui pourrait potentiellement déraper à grosse échelle à cause des jeux d'alliance des deux pays qui sont en confrontation. Donc situation à surveiller de très près, tant dans le Haut-Karabakh que dans le Donbass. Je vous dis en attendant à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.